remercie tous et chacune d'entre vous d'être là. Je vous remercie pour votre curiosité. Aujourd'hui, moi, je vais aborder la lumière sous la thématique la lumière symbolique et propriétés extraordinaires. Ça va être un tour d'horizon assez vaste et certainement un peu vague, puisque c'est un sujet qui est tellement vaste justement que c'est très difficile d'aborder tous les points. Je vais commencer par une petite citation extraite du livre sur lequel je me suis appuyé pour mes recherches, donc Les Voies de la Lumière par Trinh Xuan Tuan, qui commence par ce chapitre, au premier chapitre par ce paragraphe. Je regarde à travers la fenêtre pendant que j'écris. Se dessine un paysage d'hiver en Virginie. Le soleil doré brille de tous ses feux dans un ciel bleu immaculé, révélant des arbres aux troncs bruns dénudés, des maisons blanches cachées derrière les arbres dont je devine les lignes géométriques, des voitures garées çà et là. Seuls des écureuils à la pelure grise gambadent sur le sol et voltigent de branche en branche, perturbent la sérénité de cette scène hivernale. En somme, un ensemble familier de dessins, de motifs, d'images et de couleurs que la lumière révèle à mes yeux et à mon esprit. J'ai trouvé que ce paragraphe représentait bien ce que c'est que la lumière. La lumière, c'est ce qui nous permet tout simplement de voir. C'est celle qui est la plus attachée à nos yeux, à notre vue. Et c'est ce qui nous permet très souvent de nous émerveiller sur ce qui nous entoure. Donc tout a commencé, on va passer par le Big Bang, un passage très bref, le Big Bang qui a eu lieu il y a 13,7, 13,8 milliards d'années environ. Si je posais à chacun d'entre vous la question, qu'est-ce que c'est pour vous le Big Bang, qu'est-ce que vous imaginez? Et chacun imaginerait directement une grande explosion extrêmement lumineuse, sauf que dans la réalité des cas, la lumière n'a fait son apparition qu'environ 380 000 ans après le Big Bang. C'est-à-dire que cette fameuse explosion a eu lieu dans un sombre absolu, une absence complète de lumière et de couleur. C'est-à-dire que pendant 380 000 ans, rien ne pouvait être perçu, rien ne pouvait être vu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la lumière et la matière étaient non séparées. Les deux faisaient partie finalement l'un de l'autre. Les photons n'avaient absolument aucun espace pour circuler, ils étaient sans cesse attirés. Et donc c'est à partir de 380 000 ans qu'a eu lieu le découplage du rayonnement. Et c'est là où la première lumière est apparue. C'est en fait ce qui nous a permis d'observer le fond diffus cosmologique, qui est finalement la première lumière de l'univers. Et on peut considérer ça finalement comme la première image que nous, en tout cas sur la Terre, on a pu percevoir de l'univers. Je vais passer par une petite phase un peu histoire. Du coup, ça va être un peu d'histoire des sciences pour vous faire un peu prendre mesure de comment on a pris connaissance de ce qu'est la lumière, sa nature, son fonctionnement. Ça a pris très longtemps, c'est une histoire qui remonte énormément, mais la lumière c'est quelque chose qui a intéressé les penseurs depuis des millénaires. Et donc c'est grâce à certaines personnes dont je vais brosser des portraits rapides, mais de certains, on va dire des penseurs choisis, il y en a des tonnes d'autres, mais ça nous prendrait un temps qu'on n'a pas nécessairement. Et on va commencer avec l'Antiquité, les premiers dont on a des traces à s'être penchés de façon rationnelle sur la lumière et sa nature. Donc vous connaissez tous les Aristote, les Platon. Le Platon notamment avec son allégorie de la caverne, où c'est la lumière finalement qui apporte la connaissance de l'extérieur à laquelle l'humain n'a pas accès en étant enfermé dans sa caverne d'eau à la lumière. Et c'est uniquement par le biais des ombres qui peut percevoir un monde des idées, mais auquel il n'a pas accès. Et donc là, c'est effectivement la lumière qui fait ce travail-là. À cette époque-là, donc à l'Antiquité, les gens pensent que la lumière, la vision en tout cas, vient des yeux et non pas de l'extérieur. En fait, pour eux,
c'est pas la lumière qui rentre dans les yeux, c'est les yeux qui envoient des rayons. Pour la plupart, c'est comme ça que ça marche. On peut même rapprocher finalement l'idée qu'ils ont de cette vision du toucher. Parce que pour certains penseurs, en fait, ces rayons vont épouser les formes, des formes qu'on perçoit, des couleurs, etc. Et on peut vraiment, du coup, faire un petit parallèle avec le toucher sur cet aspect-là. Comme si, finalement, les yeux avaient un sens qui allait palper les formes, les couleurs, pour en comprendre la nature. Pour eux, la lumière se déplace à une vitesse infinie. On n'a à cette époque-là absolument pas d'instrument de mesure de précision. Donc on est incapable de concevoir que la lumière n'est pas instantanée. Le premier ouvrage scientifique sur la lumière était intitulé Optique. Il a été écrit par Euclide environ vers moins 280 avant Jésus-Christ. Euclide, un grand mathématicien, vous connaissez certainement les notions de géométrie euclidienne, qui est la géométrie la plus accessible, la plus simple à comprendre et la plus intuitive aussi. Et donc, pour eux, en fait, aussi, pour Euclide en plus, on a des traces dans son ouvrage, en gros, il n'y a pas de lumière tant qu'il n'y a pas d'observateur conscient. En gros, dans leur tête, s'il n'y a personne, il n'y a pas de lumière. C'est aussi simple que ça. On va s'éloigner un petit peu dans le temps, on va faire un petit bond. Du côté orient, donc avec Al-Hazen, un mathématicien, philosophe, physiologiste et physicien arabe. C'est un sacré paquet de métiers à son actif, monsieur, qui a rédigé 7 ouvrages qui constituent le traité d'optique, qui a fait, on va dire, qui s'est imposé en fait pendant très très longtemps, pendant plusieurs siècles. Pour lui, l'œil est un récepteur de la lumière émise par les objets. Enfin, on arrive finalement à envisager que c'est la lumière qui vient à nous et que c'est pas à nous. C'est aussi ce qui permet, une première fois en tout cas dans l'optique, de passer un petit peu outre l'anthropocentrisme, puisque dans son histoire, l'humain a toujours eu tendance de se mettre au milieu de tout. Et la science, principalement, nous a permis de se décentrer sur cet aspect-là et de comprendre qu'on est loin d'être au centre des choses. Et lui, sans pour le moment de preuve, on va dire plutôt par instinct, pour lui, il pense que la vitesse de la lumière est finie. Donc c'est une première hypothèse de ce côté-là, c'est un peu nouveau en physique et surtout en optique. Pour lui, la lumière a une vitesse finie. Il a également imaginé ce qui viendra plus tard, les chambres noires. Vous savez, c'est quand on reçoit une lumière qui est très puissante d'un paysage, par exemple, dans une chambre qui est noire, dans laquelle on a percé un petit trou. L'image de l'extérieur va être réfléchie à l'intérieur, à l'envers. On va retrouver une reproduction de cette image. On va faire encore un petit bond dans le temps, vers la fin du XIIIe siècle, où on a commencé à utiliser les lentilles qui ont été pour la première fois fabriquées par des artisans italiens, qui sont, au début on ne sait pas trop ce qu'on peut en faire, etc. Au début les lentilles existent déjà depuis un petit moment, mais les gens comme Galilée commencent à entrevoir des possibilités au niveau scientifique, et notamment lui commence à lever les yeux vers les étoiles et à s'intéresser à ce qu'il y a au niveau de la voûte céleste. Donc Galilée, je rappelle au passage d'ailleurs, mathématicien, géomètre, physicien et astronome italien. Encore une fois, on a un petit paquet de compétences à son actif. Dans le premier tiers du XVIIe siècle, donc Snell, humaniste, mathématicien, physicien néerlandais, et Descartes, les deux, indépendamment l'un de l'autre, découvrent les lois de la réfraction. Descartes, en premier lieu, est un peu popularisé par le fait que lui, il couche ça sur papier. Cependant, Snell, donc l'humaniste néerlandais, lui avait trouvé ça un petit peu avant, ça avait créé quelques petites dissensions. Et c'est vrai que Descartes, on le connaît plus pour sa philosophie généralement, et pourtant ça a été un acteur majeur aussi au niveau de la science.
Donc qu'est-ce que c'est? Je vous ai parlé de la réfraction, en quoi ça consiste. La réfraction, c'est le changement de direction de la lumière quand elle change de milieu. Par exemple, la lumière qui passe de l'air à l'eau. Pour illustrer ça, c'est une expérience que vous pourrez reproduire chez vous. Vous prenez deux bols identiques, vous mettez une pièce dans chaque bol au fond, et vous mettez d'un angle de façon à ce que la pièce, vous ne la voyez plus en fait, suffisamment loin pour ne plus la voir. Dans un bol, vous mettez de l'eau, dans l'autre, vous n'en mettez pas. Et en fait, dans le bol où vous avez mis de l'eau, le rayon de lumière va ensuite s'incliner, arriver dans l'eau par le biais de ce phénomène-là, et vous verrez la pièce, alors que dans le bol vide, vous ne la verrez pas. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a compris au XVIIe siècle. Donc toujours au XVIIe, une découverte majeure, une observation majeure d'un nom qui je trouve, mériterait d'être plus connu, parce que ça a quand même mis le pied à l'étrier avec la vitesse de la lumière. C'est Romer, donc, qui est un astronome danois, qui émet le premier l'hypothèse solide, cette fois-ci, d'une vitesse finie à la vitesse de la lumière, mais cette fois-ci avec des observations. Pour lui, la vitesse de la lumière est de 200 000 km/s, ce qui est inexact bien sûr. En réalité, on est juste environ à 300 000 km/s. C'est une marge d'erreur de 26%. Par rapport au chiffre, ça représente finalement pas tant que ça, parce que si on doit donner une vitesse à une chose, surtout à une époque comme celle-là, où les calèches avancent, on sait bien à quelle vitesse, concevoir des vitesses telles que 200 000 km/s peut déjà avoir envie d'imposer l'idée. Dans tous les cas, ce qui lui a permis d'arriver finalement à cette observation, c'est en observant les satellites de Jupiter. Donc en fait, il a remarqué que la période du satellite, finalement, sa période, donc quand il fait le tour de Jupiter, qu'elle était plus longue lorsque la Terre s'éloignait de Jupiter. Elle était plus longue, pourquoi? Parce que la lumière, ce qui nous permet d'observer cette révolution autour de Jupiter, et cette lumière arrivait plus ou moins vite. Si effectivement la lumière était instantanée, on verrait toujours la même chose en fait, on n'observerait pas d'écart de ce côté-là. Ça a beaucoup justement à voir avec la dilatation du temps. 2 ans plus tard, Huygens, mathématicien, astronome et physicien néerlandais, qui propose pour la première fois une théorie, une hypothèse de la lumière en tant qu'onde. Peu de temps après, parce que c'est une continuité finalement, 1704, Isaac Newton, donc lui vous connaissez certainement son nom, philosophe, mathématicien, physicien, alchimiste, astronome et théologien anglais. Ça fait beaucoup, ça fait encore plus que les précédents. Il développe lui par contre une théorie corpusculaire de la lumière, donc en tant que particule. Et intuitivement, les deux ne sont pas compatibles. On a tendance à se dire soit l'un a raison, soit l'autre a raison. Mais les deux, ça paraît pas possible. Ce qui fait que ça divise un petit peu la communauté des physiciens, qui va plus en faveur de Newton, parce que Newton il est populaire, il est reconnu. Huygens aussi, mais il n'a pas la même notoriété que Newton. Newton, de ce côté-là, il dispose un petit peu de tous les crédits. Donc après ça, pour l'instant on n'en sait pas plus, à cette époque-là, il n'y a rien qui a été prouvé. Cependant, certains phénomènes permettent effectivement d'observer potentiellement la lumière en tant qu'onde. J'en parlerai un petit peu plus tard. Les physiciens du XVIIIe siècle développent plus tard une théorie de l'éther luminifère. Newton avait évoqué cette idée, et forcément étant quelqu'un avec une très très grande notoriété, il était toujours très suivi sur ses idées, et pour lui ça paraissait pas possible, pas concevable, voire même vulgaire, que la lumière se propage dans le vide. Pour lui, il fallait forcément qu'il y ait quelque chose qui permette à ce phénomène de bouger, de se déplacer. On ne peut pas se déplacer dans le rien. Et donc, c'est à cette époque-là qu'il y a eu une petite bride de cette idée-là. Mais au XVIIIe, donc cette idée a vraiment
été développée par beaucoup de physiciens et finalement elle a presque fait l'unanimité, c'était je pense même acquis comme étant une vérité. L'éther luminifère qui est là pour porter la lumière, grosso modo, la conduire. L'onde pouvait se propager uniquement grâce à l'existence de l'éther, qui a fait partie d'équations mathématiques, etc. Mais en gros, on ne sait pas exactement ce que c'est l'éther luminifère. C'est ça qui est aussi paradoxal, comment des gens ont pu travailler là-dessus. Mais cependant, c'était tellement inconcevable de voir quelque chose se déplacer dans le vide qu'on a placé cet élément dont on ne savait pas grand-chose. Pour eux, ça interagissait pratiquement pas avec la matière, on ne pouvait pas vraiment le mesurer. Mais pour autant, il y a eu beaucoup de travaux là-dessus. Et donc, cette idée-là a persévéré jusqu'à Einstein. Notre fameux Einstein, on y revient tout le temps. La lumière, ça a été pour lui certainement un des phénomènes les plus prolifiques. C'est ce qui l'a certainement le plus inspiré depuis son enfance, d'ailleurs. Mais lui, avec la relativité restreinte, il a tout simplement balayé l'idée de l'éther. L'éther, pour lui, n'existe plus. Le principe d'équivalence, c'est que les lois de la physique sont, c'est ce qu'on parle avec E égale mc2, c'est le principe d'équivalence, et le principe d'équivalence, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que toutes les lois de la physique sont valables, peu importe là où on les observe. Donc il n'y a pas de raison que dans le vide spatial, il y ait besoin de quelque chose de particulier pour porter la lumière. Donc, pour revenir un petit peu en arrière, on se retrouve dans la même période, on comprend à cette époque-là qu'il y a une dualité onde-particule ou dualité onde-corpuscule, dépendant, les deux sont acceptés, de la lumière. Donc la lumière peut se comporter comme les deux. Donc ce que je vous ai là sur la gauche, c'est une expérience qui avait été faite en 1801 par un certain Thomas Young, donc, on appelle ça l'expérience des fentes de Young. Young, c'est ce qu'on appelle un polymathe, c'est-à-dire une personne qui a des billes très profondes, des connaissances très profondes dans beaucoup de domaines différents qui n'ont pas nécessairement à voir. Il s'est intéressé à tout. Il s'est intéressé à la science, aux arts, à la littérature, et il a excellé, sans être nécessairement un génie, mais il a excellé dans tous ces domaines-là. À la façon par exemple de Léonard de Vinci, ça vous parlera certainement plus. Donc pour vous expliquer un petit peu ce phénomène des fentes de Young, on projette une onde de lumière, on projette de la lumière sur un obstacle opaque dans lequel on a placé deux fentes qui sont relativement proches, c'est nécessaire. Qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien derrière, un phénomène de diffraction. Diffraction, c'est-à-dire que finalement, une fois qu'on passe l'embouchure, la lumière ne va pas juste tout droit, mais elle se diffuse, elle se propage. C'est ce qui permet d'être une onde. Une onde, c'est sa nature de se propager et de se diffuser. Qu'est-ce qui se passe ici? De chaque côté, les ondes de lumière viennent créer des interférences. Donc c'est ce qu'on appelle un phénomène d'interférence. Et vous allez avoir ça qui va apparaître sur un mur. Si ici vous avez un mur par exemple noir ou blanc, vous verrez des stries de lumière qui vont se répartir de cette façon-là. Mais par contre, ce qui prouve cette dualité onde-particule, puisque là, ça prouve que la lumière est une onde, mais où est-ce que ça prouve que c'est une particule? Eh bien, il suffit de réduire l'intensité de la lumière, et finalement, en fait, on peut considérer qu'à la place d'envoyer des photons qui constituent la lumière en continu, on les envoie un par un, comme des billes. Vous pouvez visualiser des billes, en fait, pour simplifier les choses. À la place d'envoyer le sac de billes entier à travers où les billes vont sortir en dégueulant, et bien vous les envoyez une par une. Et ce qui va se passer, c'est que la lumière ici va être homogène derrière si vous réduisez cette intensité. Vous n'avez plus ce phénomène d'interférence. Et c'est à ce moment-là où on a bien une dualité en particules de la lumière. Elle peut se comporter des deux manières. On va ensuite passer à un autre domaine qui est plutôt cette fois-ci de la symbolique de la lumière. Parce que la lumière elle a inspiré dans beaucoup de domaines, dans les arts, dans les religions. Je vais commencer justement avec les religions et on va prendre un exemple extrêmement édifiant, puisque la première parole de Dieu dans la Bible, c'est que la lumière soit. Il n'y a pas plus édifiant que ça.
En gros, que la lumière soit, ça signifie quoi? Ça signifie que le monde existe. Et la lumière, on peut la démarrer avec le monde dans la religion chrétienne. On peut aussi penser par exemple à l'incarnation de Dieu avec le buisson ardent qui donne l'étape de la loi, etc. La lumière est très souvent associée à Dieu lui-même dans les religions. Par exemple, dans le Coran, on a une phrase qui dit « Allah est la lumière des cieux et de la terre ». Là, on a vraiment une incarnation de Dieu que lumière en tant que Dieu, concrètement. On part ailleurs dans le monde, dans l'hindouisme. La fête de Diwali, c'est la fête la plus importante de l'hindouisme, et celle-ci, elle est aussi appelée fête des Lumières. C'est d'ailleurs une très jolie fête, si vous voulez aller voir des photos sur internet, les habitations sont illuminées, c'est magnifique. On va reculer un petit peu plus dans le temps, encore une fois, avec la mythologie égyptienne et son dieu principal, Ra, le dieu soleil. Je pense que ce mot-là, il vous parle certainement tous. Reculons encore plus avec les Incas. Donc la première loi des Incas, puisqu'on a pu récupérer des textes d'eux, donc ils ont une espèce de... c'est un peu leur 10 commandements à eux. Et la première des lois des Incas dit que tes actes, ta parole, ta pensée soient vrais, purs comme la lumière du soleil. Et on sait que les Incas aussi avaient toute leur mythologie, leur culture dépendait beaucoup du soleil. Le soleil avait un rôle extrêmement fort au milieu de ça. On a beaucoup dans les religions de lumière et ombre, le bien, le mal, la vie, la mort. La lumière, elle est parfaite pour représenter tout ça, et ça depuis toujours. Et puis on retrouve finalement ces oppositions, donc ces idées bien, mal, vie, mort, on ne les trouve pas uniquement effectivement dans les religions, on les retrouve dans beaucoup de choses. J'ai choisi pour ça une petite situation particulière dans l'histoire qui vous parle certainement, dont vous avez peut-être pour certains juste des souvenirs, d'autres peut-être que vous connaissez plus. C'est le siècle des Lumières. Le siècle des Lumières, c'était un mouvement littéraire et culturel du XVIIIe siècle qui débouchait d'une volonté principalement de détachement de l'Église pour se tourner vers la connaissance. On était arrivé à un point finalement où l'Église faisait clairement de l'extorsion au peuple, profitait de ses privilèges, et finalement on a énormément une pléthore de penseurs qui se sont tous liés pour créer ce mouvement, qui a été plus tard nommé le siècle des Lumières. Parmi lesquels donc, on a les philosophes des Lumières qui sont certainement les plus connus. Je ne vais pas vous donner pour chaque catégorie tous les noms, je vous en donne certains. Montesquieu, Voltaire, Diderot. Donc ça, c'est des noms, là, tout le monde les connaît. On avait des mathématiciens, astronomes et physiciens tels que Joseph-Louis Lagrange, Pierre-Simon de Laplace, Alessandro Volta, des naturalistes, Antoine Laurent de Jussieu, Jean-Baptiste de Lamarck. Donc ici, la lumière, elle symbolise plusieurs choses. L'érudition, ça je pense que c'est clair et net, le peuple mérite d'accéder à la connaissance, mais l'accès se fait par un pas en avant et par le partage. À cette époque-là, il y a beaucoup d'impressions qui se faisaient sans les autorisations qu'il fallait pour pouvoir distribuer la connaissance au peuple. Ça s'est fait énormément. C'est aussi symbole de libération de la pensée et d'élévation intellectuelle. Donc c'est des notions qui sont très fortes, hein, là pour le coup, et c'est vraiment le nom qu'a porté ce mouvement-là. Ensuite, je vais passer à quelque chose d'un petit peu plus, des aspects un petit peu plus physiques. On va parler de 4 phénomènes de la lumière, des phénomènes que vous avez peut-être déjà observés, que vous connaissez peut-être déjà. Tout d'abord, donc la diffraction. C'est ce qu'on a vu ici. Donc c'est finalement ce qui se passe après la rencontre d'un objet. La densité de l'onde n'est plus conservée. Donc là, elle se diffuse, elle se propage sur les côtés, comme vous pouvez le voir. Ça, vous pouvez le tester avec n'importe quoi, c'est très facile. Rien qu'une lampe de poche, vous mettez un petit obstacle dans lequel vous mettez percez un trou, vous mettez une fente, vous éclairez, en fait, avec la lumière, elle ne va pas simplement tout droit, elle va effectivement partir en cône, en onde. La réfraction, donc on en a parlé aussi tout à l'heure, c'est le changement de milieu qui cause ça. On avait parlé de cet exemple avec le bol et la pièce.
quand on passe de l'air à l'eau. La réflexion, ça c'est un phénomène beaucoup plus commun. La part de la lumière qui n'est pas absorbée ni transmise est réfléchie. Donc par exemple avec un miroir. Cependant, il y a deux formes de réflexion. Il y a la réflexion spéculaire, c'est avec un miroir, on envoie un rayon de lumière et ce rayon est renvoyé exactement tel qu'il est arrivé. Par contre, on peut faire de la réflexion sur des surfaces qui ne sont pas complètement planes. Imaginons que vous ayez plein de morceaux de verre brisés, que vous mettez au sol, vous envoyez de la lumière dessus, ça ne va pas renvoyer un seul rayon, ça va renvoyer plein, donc on appelle ça du coup la réflexion diffuse. Enfin, le quatrième phénomène qui est très joli à voir, qui a beaucoup servi l'art, c'est la dispersion. C'est ce qui permet la décomposition du spectre de la lumière. Donc, vous l'avez déjà vu par exemple sur la pochette de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, sur lequel on voit effectivement la lumière blanche qui arrive d'un côté et qui se décompose en 7 couleurs. Phénomène qu'on retrouve également dans l'arc-en-ciel. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui crée finalement l'arc-en-ciel? En fait, les gouttes en suspension dans l'air se comportent comme des prismes. Un prisme, en fait, c'est ces objets-là, finalement, à 3 faces, sur lesquels on peut faire passer de la lumière. Il y a de quoi s'amuser, c'est très joli, ça peut servir de décoration aussi à l'occasion. Et ce qui est aussi étonnant, ce qui peut être étonnant à faire quand on a une petite installation de précision, c'est qu'on peut non seulement décomposer cette lumière avec ces couleurs, mais on peut la recomposer derrière. Vous pouvez récupérer les 7 couleurs et reformer votre rayon blindable. Au niveau des couleurs, on va rester là-dedans. Donc une onde, quand on l'évoque en termes de graphe, ça cette image-là vous l'avez quand on observe le spectre. La longueur d'onde, quand on parle de longueur d'onde, d'ailleurs pour vous simplifier l'image, vous pouvez visualiser les ondes sur l'eau, c'est le même phénomène. Quand vous faites une onde sur l'eau avec ces vagues, la longueur d'onde ça va être la distance par exemple entre deux hauteurs de vagues, entre deux sommets. C'est une façon facile de visualiser la chose. Comme je vous le disais, pour rester dans les couleurs, donc un objet qui va s'éloigner de vous, on va imaginer que vous êtes l'observateur ici, un objet qui s'éloigne de vous va avoir son spectre lumineux qui va se diriger vers le rouge. Si c'est des vitesses faibles, vous ne percevrez quasiment rien parce que ce décalage vers le rouge est relatif à la vitesse de la lumière. Si cet objet s'éloigne de vous à 50% de la vitesse de la lumière, sa couleur se décalera de 50% vers le rouge. C'est ça. Et on a la même chose, en fait, on a le phénomène inverse avec un objet qui se rapproche de vous à une vitesse significative par rapport à celle de la lumière. Vous avez une météorite au loin qui est normalement, si elle était immobile par rapport à vous, était blanche. Elle se dirige vers vous à 50% de la vitesse de la lumière. Elle va avoir 50% de bleu supplémentaire dans la couleur que vous allez percevoir. Parlons maintenant de vitesse, parce qu'on ne peut pas évoquer la lumière sans effectivement parler de sa vitesse. La vitesse, on parle souvent du fait qu'il est impossible de dépasser la vitesse de la lumière, et je ferai une petite précision là-dessus. En réalité, il est effectivement impossible de la dépasser, mais il est aussi impossible de l'égaler par un objet qui dispose d'une masse. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les photons, quand ils sont en déplacement, il est impossible à l'heure actuelle, on n'a aucun moyen d'arrêter un photon. Il a une masse de 0. Une masse qui est vraiment un zéro absolu. Et c'est ce qui lui permet d'atteindre la vitesse de la lumière. En fait, la vitesse de la lumière, le fait que ce soit une vitesse limite est indépendante du fait qu'elle vienne de la lumière. Ce qui signifie que d'autres objets non massifs, sans masse, pourraient aussi atteindre la vitesse de la lumière. Mais quelqu'un comme vous et moi, impossible d'atteindre la vitesse de la lumière. Et donc, encore moins de la dépasser. C'est-à-dire que le 100% est impossible, mais à 99,9999 et vous rajoutez autant de 9, vous pouvez aller à l'infini, ça c'est possible, par quelque chose qui a une masse. Donc, à propos de cette vitesse-là, je vais revenir à Einstein. C'est un cerveau qui illumine les scientifiques depuis maintenant plus d'un siècle. Et pour ma part, avec tout ce que j'ai appris sur lui, j'ai aussi appris à comprendre pourquoi effectivement il était aussi génial que ça.
Einstein, il faut savoir, c'est quelqu'un qui avait un retard mental quand il était enfant. Il a mis du temps à parler, il avait beaucoup de mal à parler quand il était enfant. Il a eu du retard sur l'apprentissage des choses simples de la vie. Et en fait, il s'est posé des questions que normalement on se pose très tôt quand on est enfant, des questions bêtes. Hein. Pourquoi il y a un rayon de lumière qui jaillit? C'est peut-être pas le genre de bons exemples, mais c'est juste pour illustrer. Et par exemple, lui, à un âge un petit peu plus avancé de son enfance, il s'est par exemple demandé ce qui se passerait si la lumière pouvait émettre de la lumière. La lumière va à la vitesse de la lumière, va à 300 000 km/s. Si elle était capable de projeter de la lumière, et selon la loi de l'addition des vitesses de Galilée, qui dit finalement, si je suis en mouvement sur quelque chose qui est en mouvement, ma vitesse par rapport au quai, par exemple, ou à la route, ça va être les deux vitesses additionnées. Et bien, ça veut dire que la lumière, si la lumière projette de la lumière, bah, cette deuxième lumière ira au double de la vitesse de la lumière. Donc elle va plus vite que la lumière. Donc, là, il y a un truc qui est bizarre, parce qu'on n'est pas censé pouvoir dépasser cette vitesse. Cependant, quand il se pose cette question, il n'a pas encore établi les lois de la relativité restreinte, encore très jeune. Il se dit juste, ça veut dire que si on peut faire projeter de la lumière à la lumière, on peut avoir une vitesse infinie. Cependant, il y a une propriété, et ça, c'est certainement la chose qui est la plus difficile et la moins intuitive avec la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, elle est invariante, elle est ce qu'on appelle invariante, ce qui signifie une chose, ça veut dire que peu importe le référentiel duquel vous allez mesurer la vitesse de la lumière, elle ira toujours à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que vous pouvez, imaginons que vous couriez très très vite, vous avez des jambes bioniques qui vous permettent d'aller à des vitesses complètement folles, vous courez à 90% de la vitesse de la lumière. Vous avez une lumière devant vous, vous voulez la rattraper, vous êtes à 90%. Et là, vous vous dites, oh, s'il ne me reste plus que 10% à faire, et puis je vais être à la vitesse de la lumière. Cependant, ce qui se passe, c'est que si vous mesurez la vitesse de cette lumière que vous avez devant vous, elle va à la vitesse de la lumière. Alors que quelqu'un qui est à l'arrêt que vous venez de dépasser, il mesure la lumière qui est devant vous, pour lui, elle va à la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, c'est une vitesse limite. C'est bien pour ça qu'elle est invariante. On va rentrer dans une petite équation, je me suis amusé à faire ça et je vais vous l'expliquer de la façon la plus simple possible. Je sais que c'est pas facile parce que déjà rien que le fait de concevoir que moi c'est ce qui m'a choqué le plus et ce petit... en fait c'est cette petite compréhension qui permet de savoir, en tout cas, pas forcément de tout comprendre mathématiquement profondément pourquoi, mais en tout cas de comprendre l'importance de la lumière. Donc, sur la gauche, je vous ai mis la formule galiléenne, comme je vous le disais tout à l'heure, d'addition des vitesses. On va prendre des exemples. Je vais prendre des vitesses par facilité par rapport à la vitesse de la lumière en km/s. Donc, je vais vous décrire un phénomène sous forme d'exemple avec un train, par exemple. Moi, je suis à bord d'un train et j'ai un ami qui se trouve sur le quai. Le train, on va imaginer que c'est lui qui a la vitesse numéro 1. Il va à 5 km/s. Je suis à bord du train et je me déplace à 3 km/s. Les vitesses sont hallucinantes, mais imaginons que ce soit un train très long, je me sois vachement entraîné. Si je suis la loi des additions de vitesse de Galilée, par rapport au quai, si mon ami mesure ma vitesse par rapport à lui, donc par rapport au quai, il va faire 5 km/s plus 3 km/s. Donc la vitesse du train plus ma vitesse à bord, puisque moi je me déplace à bord, mais par rapport au train je vais à 3, le train lui va à 5, donc 3 plus 5 ça fait 8. Là c'est un calcul très simple. Effectivement on arrive à 8. Si on mesure, ouais, on arrivera à ça, on verra que ça fait effectivement 8 km/s. Sauf que quand on arrive à des échelles extrêmement grandes, ça inclurait le fait qu'effectivement la vitesse de la lumière puisse être dépassée, cette loi-là. Ici, je ne vous demande pas de comprendre cette équation-là, il n'y a pas besoin de la comprendre, c'est juste que la vraie formule relativiste d'addition des vitesses issue de la théorie de la relativité restreinte d'Einstein.
C'est-à-dire que cette équation-là a remplacé la formule galiléenne d'addition des vitesses. En réalité, si on souhaite vraiment savoir à quelle vitesse va un objet en addition des vitesses, c'est celle-ci qui prime. J'ai fait le calcul intégral, j'ai pris cette équation, j'y ai placé mes vitesses 1, mes vitesses 2, et finalement j'arrive à 7,99959 km/s, ce qui est arrondi effectivement à 8. Et si on avait des instruments de mesure suffisamment précis, ben on se rendrait compte que oui, on arriverait finalement à ça. Et c'est parce que dans cette équation, on a C, et C c'est quoi? C'est la célérité, c'est la vitesse de la lumière. Et c'est finalement la limite, la vitesse limite. On est obligé de l'avoir dans des équations quand on calcule des vitesses si on veut avoir un calcul qui est d'une précision absolue. Cependant, on peut utiliser ça à des petites échelles. Si vous voulez calculer votre vitesse, vous pourrez, enfin vous marchez ou vous courez dans un train à 10 km/h, la différence elle n'est pas palpable. Là on est à des vitesses qui sont autrement plus élevées. Donc, moi, ça, c'est une des choses qui m'a le plus fait halluciner, c'est cette invariance, parce que c'est pas intuitif. Ça renverse complètement nos sens communs, le fait que on se dit, ouais, si je sais pas, je cours sur quelque chose qui est en déplacement, je vais pouvoir additionner les vitesses simplement. Mais en fait, non, c'est toujours relativement à cette célérité. En fait, la vitesse de la lumière, c'est juste une propriété de la vitesse de la lumière, comme je vous l'ai dit, d'autres objets. Donc il ne faut pas se dire que c'est juste la lumière qui est symbolisée par C, mais c'est finalement la vitesse, c'est une vitesse limite. C'est aussi ce qui fait penser à beaucoup de physiciens qu'on ne pourra jamais, par exemple, rencontrer l'extraterrestre, parce que cette vitesse-là, en fait, devient une unité de distance. En fait, on utilise les années-lumière, vous avez entendu parler de ça. Par exemple, on parle, par exemple, telle planète est à 60 millions d'années-lumière. Ça évoque pas tant que ça, mais sauf que 300 000 km/s, multiplié par 60 millions. Si une exoplanète se situe là-bas, je pense qu'il va falloir un petit bout de temps avant d'avoir la possibilité de s'y rendre sans qu'il y ait d'accident entre deux ou quoi que ce soit. Enfin, on est à des échelles en fait, de temps et d'espace qui sont beaucoup trop grandes pour se dire qu'on va facilement avoir des petits hommes verts qui débarquent dans le jardin un jour, tranquillement. Voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire sur la lumière. Certes, il y a certainement certains aspects à côté desquels je suis passé. Il y avait tellement de choses à voir et j'ai eu besoin de m'imprégner des choses que j'ai apprises moi-même. J'ai eu la volonté de comprendre justement cette invariance que aujourd'hui je suis content d'avoir compris. Pour ce que j'ai utilisé pour cette conférence, donc j'ai fait quelques passages sur le site internet de futurascience.com. J'ai suivi encore une fois pas mal de conférences d'Étienne Klein, puisque physicien, directeur de recherche, philosophe des sciences, il donne régulièrement des conférences qui sont filmées, retranscrites, et il est facile à trouver sur Internet. Il est extrêmement bon vulgarisateur, donc c'est accessible à n'importe qui. Donc le livre dont je vous parlais tout à l'heure, Les Voies de la Lumière, que j'ai acheté spécialement pour travailler sur cette conférence, donc par Trinh Xuan Tuan, qui lui est astrophysicien, il est aussi enseignant sur Paris. Donc il a les nationalités lui vietnamienne et américaine, pourtant il enseigne à Paris. C'est une chance, je pense, pour les étudiants qui ont la possibilité d'étudier avec lui. J'ai aussi écouté pas mal d'émissions de radio sur France Culture, La Méthode Scientifique, et également sur France Inter, La Tête au Carré. J'ai complété aussi mes recherches avec Wikipédia quand j'ai eu besoin de précision, d'équations, enfin pour vérifier certaines équations ou recouper des informations sur lesquelles j'étais pas sûr. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu et que ça a pu attiser un petit peu votre curiosité.